Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Voici les grands titres qui seront développés dans ce journal. Après un prometteur week-end de Grand Prix électrique, tous les regards sont maintenant tournés vers le Grand Prix de Formule 1 qui draine chaque année de très nombreux visiteurs à Monaco. Une belle manne pour le commerce monégasque. Alexandre Pasta, le président de l'Union des commerçants et artisans, sera l'un des invités de ce journal pour évoquer notamment la fréquentation attendues. Elles sont devenues tendance. Les chefs étoilés en ont fait les stars de leurs plats et desserts. Les fleurs viennent illuminer les assiettes des grandes tables, mais lesquelles sont comestibles? Comment ne pas se tromper? Nous vous emmènerons dans le jardin d'une spécialiste. Nous évoquerons également plus généralement le pouvoir des plantes. De plus en plus de spécialistes en recommandent la consommation pour traiter bien des maux et de plus en plus de personnes y sont sensibles. Thierry Villette, naturopathe et auteur du livre Des bonbons pour l'âme, viendra nous expliquer comment faire bon usage des plantes et de leurs vertus. Et puis les couleurs, les coutumes, la mode et la gastronomie équatorienne mise à l'honneur mardi soir au Yacht Club par la dynamique association monégasque ibéro-américaine lors de sa soirée de gala annuelle. Focus Info dans ce journal. Le mois de mai n'est pas seulement synonyme du retour des beaux jours à Monaco, c'est aussi le véritable coup d'envoi de la saison pour tous les professionnels du tourisme et pour les commerçants. Nous en avons eu un avant-goût le week-end dernier avec l'E-Prix et le dernier long week-end de mai s'annonce très prometteur avec le Grand Prix de Formule 1 et le lundi de Pentecôte. Nous sommes avec le président de l'Union des commerçants et artisans pour évoquer ces perspectives heureuses qui se dessinent. Bonsoir Alexandre Pasta. Bonsoir. Ce mois de mai est toujours synonyme de fréquentation importante pour Monaco, de quoi réjouir les commerçants. Est-ce que le week-end dernier, le week-end de l'E-Prix a été prometteur? Oui, le week-end de l'E-Prix a été très très bon pour la principauté en général et pour les commerçants en particulier, bien sûr. Parce que l'électrique qui était un peu délaissé à ses débuts semble avoir plus de succès aujourd'hui. Vous l'avez constaté par rapport aux fréquentations des années précédentes? Je peux vous dire très simplement que tous les ans, la fréquentation augmente sur cette discipline automobile qui est présente quand même en principauté depuis quelques années maintenant. Mais tous les ans, on peut constater vraiment plus de popularité pour cette discipline. Il y a eu, pour votre information, plus de 20 000 e-fans qui sont venus en principauté pour assister le samedi au Grand Prix électrique. Plus de 20 000 personnes, donc mélangées aux autres personnes évidemment, aux autres. Oui, donc c'est un engouement effectivement qui se confirme. Qu'attendez-vous du long week-end du Grand Prix de Formule 1 C'est un week-end traditionnellement très fructueux pour le commerce monégasque. Et puis là, en plus, il y aura le lundi de Pentecôte. Oui, exactement. C'est vrai que le week-end du Grand Prix est vraiment un week-end, on va dire, le plus important de l'année. Il y a le tennis, il y a le yacht show, mais le Grand Prix reste évidemment l'animation la plus importante de l'année. Tous les commerces sont mobilisés pour cet événement. Cette année, c'est vrai qu'il risque d'y avoir quelques modifications au niveau des stands dans les rues pour les commerces. Ça va être un changement, mais je pense que ça va être un changement bénéfique pour tout le monde. Et bien entendu, pour l'accueil des touristes, pour l'accueil des fans, ça sera que positif. Le cœur de cible sur toute une année, ce sont plutôt des visiteurs voisins ou en tout cas de la région à proximité. Pour le Grand Prix, c'est une fréquentation qui est un peu plus internationale? Ah, complètement. L'année dernière, je vous prends un exemple, on a Pérez, le deuxième pilote chez Red Bull, qui est mexicain. On a eu beaucoup de Mexicains. Ce sont des fans mexicains qui sont venus en principauté pour voir à Monaco. Et puis il faut rappeler quand même une chose qui est importante, c'est la spécificité du circuit de Monaco, qui est unique au monde. Quelqu'un qui vient du Mexique, il va voir les voitures à 20 mètres de lui. Aujourd'hui, on trouve ça plus nulle part. C'est notre force. On a un savoir-faire à ce niveau-là, au niveau de l'organisation. Vous sortez du circuit, vous êtes dans une rue piétonne où vous êtes avec des commerces, mais pas des commerces éphémères, des commerces à l'année. C'est le seul endroit au monde où on trouve ça. Oui, donc une fréquentation très importante attendue. Et puis, il y a un secteur de Monaco, Alexandre Pasta, une zone qui était plus en souffrance que les autres, c'est le Rocher. On voit que le fruit des réflexions des autorités se traduit aujourd'hui dans les faits par un nouvel élan.
On ressent cette dynamique ou c'est prématuré ? Ah non, 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 vous avez raison. On peut vraiment ressentir depuis le début de l'année un nouvel élan sur le Rocher. Il faut quand même souligner que le Rocher reste un pôle touristique très attractif pour le tourisme. Pourquoi ? Il y a évidemment la maison souveraine, il y a le palais, nous avons évidemment le musée océanographique et en priorité, bon, mais les gens veulent voir ça. Après, ils tournent sur Monaco, ils vont à la Condamine, ils montent voir le casino. Mais le Rocher reste évidemment un pôle très très important pour la principauté et pour son tourisme. On se réjouit de cette nouvelle dynamique sur le Rocher. Alexandre Pasta, on a appris, et ce sera ma dernière question, il y a quelques jours, que les soldes d'été allaient être avancés en France. Qu'en sera-t-il à Monaco ? Eh bien écoutez, je peux vous l'annoncer, ça sera la même chose pour Monaco. Alors, on ne va pas s'avancer, nous on va rester sur une date qui est au 28 juin, mais simplement, Monaco se cale sur la France. Tout simplement. Donc ça va être nouveau pour nous, mais écoutez, les soldes ne représentent plus vraiment une attractivité vraiment énorme pour le commerce, parce qu'aujourd'hui, vous le savez tous, hein, il y a les sites internet, il y a des promotions à l'année. Donc voilà, écoutez, on va être calé sur la France. Des soldes qui débuteront donc fin juin à Monaco. Ça commencera le 28 juin. Merci beaucoup Alexandre Pasta, président de l'UQAM, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci. Le ministre d'État Pierre Dartout est intervenu aujourd'hui devant la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Cet institut créé il y a 30 ans a pour mission de délivrer aux cadres dirigeants des secteurs publics et privés des enseignements sur les différentes politiques maritimes menées en Méditerranée. Au-delà des réflexions conduites autour de la politique que peut donc conduire la France, les participants ont pu découvrir le rôle joué par Monaco dans le domaine maritime. Elles sont tendance. Les plantes, les fleurs, la nature plus généralement sont synonymes de bien-être, d'environnement positif et de plus en plus fréquemment, elles sont également utilisées pour se soigner. Avant de recevoir un spécialiste en la matière, nous sommes allés vous demander si vous y croyez au pouvoir des plantes. Voici vos réponses recueillies par Jessica Granato et Alexandra Marangoni. Absolument, je pense que la nature est très bien faite et qu'on a tout à disposition si on sait l'exploiter. Voilà, ça va de l'infusion à d'autres éléments, des huiles essentielles. Et d'ailleurs, la médecine, je pense, s'inspire beaucoup de ce qui se fait dans la nature, à la fois la faune et la flore, donc moi j'y crois. Ouais. De toute façon, comment ils faisaient nos ancêtres. Les médicaments, ils n'existaient pas, hein, et ils se soignaient. Hein. Bon, les maladies ne sont peut-être pas les mêmes aujourd'hui, parce que la plupart des maladies, c'est par rapport à tout le stress qu'on vit, etc., tout ce que l'humain peut s'auto-suggérer lui-même. Hein. Mais sinon, les plantes, elles sont là pour quelque chose, bien sûr. Je me soigne de plus en plus à base de plantes et je trouve que sur du long terme, on voit les effets bénéfiques. On va dire qu'en toute honnêteté, la médecine, en règle générale, que ce soit plante ou médicament, c'est pas pour moi, donc c'est personnel. Hein. Surtout de l'huile, les huiles qu'on met sous la langue, voilà. Donc oui, j'en utilise quelques-unes pour me détendre. Oui, j'utilise de la sauge. La sauge d'ailleurs, qui est issue du latin salvia, qui veut dire sauver, qui était utilisée même, je crois, par l'armée française à un moment pour soigner les blessures des hallebardiers. Voilà, donc c'est une très bonne plante et qui soigne beaucoup de maux. Oui, on vient de l'entendre, les réponses sont très largement positives. Chacun a sa petite astuce ou sa plante remède, mais encore faut-il en faire bon usage. Pour nous guider et nous éclairer sur le pouvoir des plantes, nous sommes avec le naturopathe Thierry Villette. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Est-ce que la défiance liée notamment à la vaccination ou au contexte anxiogène de la période Covid a opéré une petite bascule vers une volonté de se soigner peut-être plus naturellement ? Alors écoutez, j'ai envie de vous dire un grand oui, sans parler de vaccination ou de quoi que ce soit. Cette période je dirais une période de transition, d'accalmie mondiale malheureusement, a fait un retour aux sources auprès des gens, à tout niveau. Moi de mon côté, j'ai commencé à faire du pain, chose que je n'avais jamais faite auparavant, et les gens que je voyais régulièrement, c'était surtout pour venir amenuiser, si je puis dire, certains effets avec les plantes et avec bien évidemment la méditation
que je pratique chaque jour, mais les gens ont définitivement fait un retour aux sources. Oui, donc il y a eu clairement un petit élan, mais ce qu'il faut préciser aussi, hein, parce qu'il y a eu de la défiance aussi par rapport peut-être aux techniques plus traditionnelles, mais il y a eu des polémiques aussi hein, sur la naturopathie notamment, avec des praticiens qui ne respectaient peut-être pas toutes les règles. Il faut mieux encadrer aujourd'hui ? Écoutez, je suis tout à fait de cet avis-là, que ce soit à travers la naturopathie, l'aromathérapie, la sylvothérapie, enfin toutes les pratiques que je pratique moi, en tout cas beaucoup, dites naturelles, donc non allopathiques, doivent être, je trouve, beaucoup plus réglementées sans pour autant nous étouffer. Donc c'est pas évident parce que beaucoup de pratiques ne sont pas légiférées, beaucoup de pratiques ne sont pas certifiantes ou diplômantes, si ça se dit comme ça, et ça laisse la porte ouverte à beaucoup de gens et malheureusement on va souvent retenir que le mauvais côté de ces pratiques. Mais Dieu sait qu'elles ont fait ses preuves. Alors venons-en justement à la thématique hein, du jour. Quelles sont les plantes qui nous font du bien, notamment? Alors, en étant super concis, je vous dirais toutes. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. C'est un peu facile à dire, hein, mais je vois bien en ce moment, justement, depuis cette pandémie, beaucoup de personnes ont ce besoin de retrouver une certaine forme d'énergie, de retrouver le sommeil, de retrouver du peps, et on va toujours tomber très souvent dans du curcuma, dans du gingembre, dans ce genre de choses-là. Pour avoir une meilleure circulation sanguine, on va prendre de l'ortie. On va souvent tomber dans les mêmes, dans les mêmes plantes, j'ai pas dit fleurs, plantes et racines pour retrouver un grand mieux-être. Thierry Villette, tout le monde parle depuis quelques mois des fleurs de Bach. Alors les fleurs de Bach, écoutez, moi j'en suis un fervent adepte parce que je suis praticien en fleurs de Bach. La petite histoire, c'est très très simple, hein. Vous avez 38 fleurs de base pour les fleurs de Bach qui sont divisées en 7 groupes et chaque groupe correspond, si vous voulez, à un état, enfin des états émotionnels. Donc quand on va faire un élixir de fleurs de Bach, moi j'en fais avec 6, on va dire ce qui est d'important, c'est pas forcément admettons s'il y a un gros choc émotionnel, la première des grandes fleurs c'est Star of Bethlehem. C'est très bien, mais ça suffit pas. Mais est-ce que dans une certaine mesure, si on va au-delà des préconisations, les plantes peuvent être nocives aussi? Bien sûr qu'elles peuvent être nocives, hein, comme toute bonne chose, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ce qu'il faut respecter dans ces cas-là, mais bon, on ne trouvera pas ça dans les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach ne vous feront rien de mauvais. Par contre, quelqu'un qui va s'amuser à prendre n'importe quelle plante, je vous dirais juste le laurier, par exemple. Si vous mettez beaucoup trop, là on en vient à la cuisine, mais beaucoup trop de feuilles de laurier dans une sauce, ça peut être très nocif. Mais aujourd'hui, les plantes sont là pour soigner nos maux plus cérébraux et nos maux physiques. Alors, ça fait les deux, mais je dirais que ça commence par le cérébral, tout à fait. Parce que si on prend le cas des fleurs de Bach, ça ne soigne que le cérébral, enfin ça ne soigne. Ça vient aider toutes vos émotions à se reconnecter, entre guillemets, à l'essentiel, ce que je dis toujours, moi en tous les cas, même si on n'est pas là pour parler de maladies, que toutes les maladies proviennent du cérébral. Donc les fleurs sont vraiment là pour, pas estomper, mais recadrer. Vous savez, comme tout est sous forme de vibration, tout ce qui va émaner de ces vibrations-là va nous faire réagir d'une certaine façon, ou pas. Dans le bon sens, bien évidemment, hein, quand on travaille sur de l'angoisse, de l'anxiété, d'un manque de sommeil, ou on va dire par exemple des nuits, des crampes à répétition, où on va se coucher en forme, on va se réveiller de mauvaise humeur. On peut jouer sur tout ça avec les fleurs de Bach. On voit l'environnement dans lequel vous vous trouvez, on entend ces oiseaux chanter, sans parler uniquement de la consommation des plantes. La nature, elle aussi, plus généralement, et l'environnement qui nous entoure peut nous faire du bien. Oh bah écoutez, Patricia, oui, c'est phénoménal. Malheureusement, aujourd'hui, la majeure partie des gens, sans porter jugement, encore une fois, se coupent inconsciemment de ce qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire la nature. Dès le moment où on se reconnecte à celle-ci, alors on ne va pas partir dans des grands schémas, dans des grands mots, mais juste le fait de marcher pieds nus dans l'herbe, au bout de 10 minutes, vous savez, le pied a plus de 200 terminaisons nerveuses, et dès que l'on pose le pied au sol, c'est-à-dire pieds nus, on se reconnecte à l'essentiel, c'est-à-dire à la terre. Pas à l'essentiel, mais à la terre. Et on a vu des gens aussi, c'est très en vogue, faire des câlins aux arbres.
faire des câlins aux arbres à travers la sylvothérapie. Mais encore une fois, il y a tout un protocole avant, après. Bon, ça, on n'est pas là pour parler de ça, encore une fois. Mais les câlins aux arbres, et comme faire un câlin à son conjoint, à ses enfants. Vous savez, beaucoup de personnes vont faire ça de manière mécanique, machinale. Mais dès le moment où on vient y mettre l'intention, je peux vous dire qu'on ne vit pas dans le même monde à ce moment-là, quoi. Eh bien, merci beaucoup Thierry Villette et merci aussi aux oiseaux qui ont apporté une très belle harmonie de circonstances à cet entretien. Merci pour tous ces précieux conseils. Tout à fait. Merci beaucoup Patricia. Il y a donc un vrai engouement pour les plantes, mais pas seulement. La nature inspire les plus grands chefs. Ils sont de plus en plus nombreux à décorer leurs assiettes avec des fleurs colorées. En plus de sublimer nos plats, les fleurs peuvent également servir de substitut à certains aliments. Depuis plusieurs années, Ève Vernis fournit au chef monégasque ces fleurs comestibles. Elle vient de donner une conférence sur ce thème à la médiathèque. Yannick Debever et Alexandra Marangoni sont allés découvrir son jardin. C'est à Menton, juste derrière l'église Jeanne d'Arc, que Ève Vernis a décidé de lancer sa culture de fleurs comestibles. Une activité lancée il y a quelques années et qui est aujourd'hui fortement plébiscitée par les chefs cuisiniers. Alors les fleurs comestibles, ça existe depuis toujours. On les voyait sur les tables des rois à l'époque. Et ce qui a démocratisé les fleurs comestibles à l'heure actuelle, ce sont les émissions comme Top Chef. Et puis surtout, on a des nouvelles générations de chefs qui voyagent beaucoup et qui vont comme aux Philippines, comme au Vietnam. Et là-bas, les fleurs, c'est chose courante. Ève fournit de plus en plus de restaurants dans la région, de Nice à Vence, en passant par Monaco, bien sûr. Quand je vois mes fleurs sur un plat, c'est une belle réussite pour moi parce que la fleur, elle est symbole quand même de joie, de paix, d'amour. Et pour moi, c'est un peu un petit clin d'œil à l'humanité. C'est se réapproprier le végétal qui a été assez négligé. On ne sait plus le nom des fleurs aujourd'hui. Et là, on ramène un peu cette culture botanique. Les fleurs comestibles représentent une manière élégante d'apporter différents goûts dans une assiette, que ce soit entrée, plat ou dessert. Une palette gustative presque infinie. Le petit bégonia, ça c'est vraiment la princesse des fleurs. Elle a une petite saveur acidulée. Elle a vraiment un petit goût, un petit goût acidulé, un petit goût de bonbon comme quand on était petit. Il y a un joli petit bourdeau empereur là. On a le genêt à balai, alors à manger en petite quantité celui-ci. Et ça a vraiment la saveur de la fève. Les petites pensées là. Un petit goût de noisette, très sympathique. Et puis on a des couleurs extraordinaires. Je crois que c'est une des fleurs numéro 1, une des fleurs les plus sollicitées en France, de par sa beauté, de par sa finesse. En plus de cultiver ses fleurs dans son jardin d'Éden, Ève Vernis organise également des conférences pour faire connaître la diversité de cet art floral. Cette semaine, c'est à la bibliothèque Louis Notari que des Monégasques ont pu découvrir tous les bienfaits des fleurs comestibles et surtout leur facilité d'accès. La programmation à venir du Théâtre des Muses, une programmation dense en cette fin de semaine avec le retour du comédien Philippe Cobert pour le triptyque La chèvre, la mule et les étoiles. La chèvre et la mule sont deux pièces qu'il a créées à partir des lettres de Mon moulin d'Alphonse Daudet et les étoiles viennent de lettres moins connues mais tout aussi belles. La chèvre sera jouée mercredi, la mule jeudi et les étoiles de vendredi à dimanche. Et parce que l'on ne s'ennuie pas au Théâtre des Muses, il y aura aussi un spectacle pour le jeune public en parallèle, mercredi, samedi et dimanche. Il s'intitule Miss Écolo contre Pestos. Partons à la découverte d'un tout autre univers, un univers sud-américain aux couleurs chatoyantes et aux musiques entraînantes. L'association monégasque ibéro-américaine l'AMI a organisé ce mardi au Yacht Club son dîner de gala gastronomique mettant à l'honneur cette année l'Équateur. Entre les préparatifs, le repas et les animations, voici un Focus Info préparé par Fabien Bonilla, Jean-Alexandre Dordet et Thomas Deus.
Le pays des quatre mondes, tel est le surnom donné à l'Équateur dû à sa diversité géographique entre la jungle amazonienne, la cordillère des Andes, les plages du Pacifique ou encore les îles Galápagos. Eh bien, c'est ce pays d'Amérique du Sud qui était à l'honneur lors d'un dîner gastronomique organisé par l'AMI, l'association monégasque ibéro-américaine, en collaboration avec la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et l'ambassade de l'Équateur en France. Mais avant d'en arriver à la soirée en elle-même, au Yacht Club de Monaco, une masterclass a été organisée la veille, mardi, au lycée technique et hôtelier, avec les 4 chefs choisis pour la réalisation du dîner de gala. 25 élèves ont ainsi pu découvrir une nouvelle cuisine et de nouvelles saveurs. Là, on est en train d'essayer de découvrir des nouvelles techniques de la cuisine. Et aussi, ils nous apprennent plein de produits qu'on ne connaissait pas. Ça change de ce qu'on fait d'habitude, c'est original, on apprend une nouvelle culture, une autre manière de cuisiner, c'est bien. Ces 4 chefs sont venus avec leur savoir-faire, mais aussi avec leur spécialité, les principaux produits de la terre et de la mer de ce pays. Nous, on va faire tous les trucs typiques de la cuisine équatorienne. On va mettre la banane équatorienne, on va mettre le cacao, on va mettre le crevette équatorienne que peut représenter pour tout le monde. Lo hermoso de estar cocinando con ellos es que lo que podemos aportar es ampliar un poquito su horizonte de sabores. Hoy ya hicimos en la masterclass un ceviche jipijapa, que es un ceviche que tiene maní. Nunca ninguno había probado un ceviche con maní, se quedaron muy encantados porque es otro sabor. Entonces, un cocinero se nutre de no solamente comiendo, sino ampliando su registro de sabores. Y espero que con lo que estamos cocinando, van probando, también les dé esa curiosidad de conocer un poquito más allá, conocer nuevos productos, conocer nuevos lugares, nuevas culturas, que al final eso es lo que engrandece la cocina. Quittons les cuisines du lycée technique et hôtelier pour rejoindre celle du Yacht Club, là où s'est déroulée la soirée. Nous sommes le jour J, le mardi 9 mai. Les cuisiniers, accompagnés des élèves, préparent ce dîner gastronomique. Ça fourmille, que ce soit devant les fourneaux ou en salle. Pendant ce temps, le prince Albert II est accueilli par l'ambassadeur d'Équateur en France et à Monaco, ainsi que par la présidente de l'association AMI. Il est environ 20 h. Et ils rejoignent les quelques 250 convives en partie originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Tous les gens présents ici sont des influenceurs, alors pas forcément sur les réseaux sociaux, mais sont des influenceurs dans leur pays d'origine de ce que représente la principauté de Monaco, tout comme la majorité de nos résidents étrangers. Donc c'est très important que ces gens-là montrent comment ils sont accueillis en principauté et que la principauté est ouverte au monde. Et les marchés sud-américains, s'ils ne représentent pas aujourd'hui l'essentiel de la clientèle de la principauté, sont les marchés qui ont le plus progressé en proportion depuis la fin du Covid, comparativement à la période pré-crise. Un dîner de gala gastronomique représentant la diversité de l'Équateur, entre ceviche, un sanglot des choclos, que l'on pourrait traduire par du sang de maïs avec des crevettes du pays, du bœuf séché farci avec sa sauce typiquement équatorienne, ou encore son dessert entièrement réalisé avec du cacao. Un rendez-vous empreint de découverte. Ça fait 8 mois que nous travaillons ensemble avec l'ambassade d'Équateur en France et à Monaco. Et nous allons découvrir un nouveau pays. Nous avons découvert la cuisine, la culture, la danse et tout ce qui vient avec. C'était merveilleux parce que, sachant que je suis péruvienne, c'est pour moi aussi une découverte, comme pour tous les autres, les monégasques, les gens qui habitent ici, et pour tous les étrangers à Monaco. Le repas a coûté 250 € par personne lors de cette soirée caritative. En plus de cela, un chèque de 3 000 € a été remis par l'association des directeurs informatiques de Monaco et une tombola a également été organisée. L'objectif pour nous, c'est déjà de promouvoir le pays que nous mettons à l'honneur et à la suite pour pouvoir récolter des fonds pour notre association, pour les enfants, pour l'éducation et pour l'alimentation. Nous avons le restaurant équitable et solidaire à Ceiba, Honduras, et à la suite nous allons aider aussi en Colombie pour une maison de retraite pour les personnes âgées. Parmi les autres projets de l'association, l'éducation par le sport, avec la création d'écoles de rugby en Équateur, en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène, ou encore, par exemple, la création d'une bibliothèque et d'une cuisine au Pérou destinée à accueillir une 50aine d'enfants. Pour finir, en plus de la découverte gastronomique, la soirée a également été festive avec des danseurs traditionnels et la présence du célèbre musicien équatorien Léo Joyas.
la flûte de Pan. Et savez-vous pourquoi elle porte ce nom? Eh bien parce que cela fait référence au dieu Pan de la mythologie grecque. La nymphe Syrinx, en essayant d'échapper à son amour, fut transformée en roseau, à partir desquels Pan fabriqua ses flûtes. La météo nous joue des tours depuis lundi. Le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Est-ce que cela va durer encore jeudi, Yannick de Bever? Bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Bis repetita demain en principauté. Il fera nuageux le matin avant de voir des orages éclater dans l'après-midi avec jusqu'à 20 mm de précipitations en quelques heures. Les températures seront fraîches, entre 13 et 17 degrés. Et puis ce jeudi 11 mai sera la fête de toutes les Estelles. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous nous quittons avec la série de photos de fin d'édition et elles sont consacrées à la nouvelle exposition de la galerie Other and Wirth. Des œuvres de John Chamberlain y sont proposées, des poèmes, mais aussi des assemblages de pièces de carrosserie de vieux véhicules. L'exposition a ouvert ses portes au public aujourd'hui. Demain, c'est Émilie Rousseau que vous retrouverez à 19 h. Je vous souhaite, quant à moi, une belle et douce soirée.